Du vignoble savoyard, on va zoomer un petit peu, regarder un petit peu, c'est un peu petit, j'espère que vous verrez quand même. Le vignoble de Savoie, la majeure partie de la production, elle se situe au sud, ici, donc sur deux zones dédiées, on va dire deux grandes zones. La vallée ici qu'on appelle la Cluse de Chambéry et la vallée ici qu'on appelle la Combe de Savoie. Donc Grenoble est ici, hein, pour ceux qui se situent, hop, paf, Chambéry est ici, et ici donc on a un massif qui s'appelle le massif des Bauges, et c'est sur les flancs du massif des Bauges où on va trouver une grosse partie du vignoble savoyard. Et puis en partie effectivement ici sur le massif de la Chartreuse, voilà, sur les éboulis de l'effondrement du Mont Granier, dont je parlerai tout à l'heure, effectivement où il y a les vignobles d'Apremont et d'Alim, qui sont présents ici. Et puis ensuite, vous verrez, il y a un certain nombre également de vignobles qui sont situés autour d'Aix-les-Bains, par exemple, avec les crues Marétel qui sont particulièrement connues aussi. La seule AOC, la deuxième AOC de Savoie, parce qu'il y a finalement deux AOC de Savoie, il y a 20 de Savoie, Altesse de Savoie, il y a 20 de Savoie, Roussette de Savoie, il y en a trois en fait, et c'est celle qui est la seule AOC village, en tout cas, complète entre guillemets. Après, il y a plein de dénominations géographiques complémentaires en Savoie, mais il n'y a pas d'appellation générique, donc c'est celle qui est dédiée au vin d'Altesse, donc du vin du cépage Altesse. On va retrouver au bord du lac Léman plutôt des vins qui sont produits à partir du cépage Chasselas. On va retrouver dans la vallée de l'Aise, je ne sais jamais, plutôt des vins pétillants. Donc c'est ce qui en fait sa singularité, c'est ce qui fait la singularité de ce terroir. Et puis, on va parler un petit peu également du vignoble de l'Ain, qui s'appelle Bugey. Donc, il y a une appellation spécifique qui s'appelle Bugey, et qui se découpe également en deux dénominations géographiques complémentaires relativement connues, donc Montagneux et Cerdon. Montagneux ici et Cerdon ici. Cerdon, on fait des vins pétillants rouges en méthode traditionnelle, en méthode ancestrale. Donc qui produisent des vins également un peu sucrés, qui sont très demandés également, il y avait beaucoup de demandes sur le marché. Et puis Montagneux, on va un petit peu en parler parce que c'est une appellation en Bugey qui produit pas mal de mondeuses. Alors on va revenir sur notre partie centrale là, sur la Cluse de Chambéry et la Combe de Savoie. C'est parce qu'effectivement, c'est dans ces coins-là où on va également trouver de la mondeuse. Alors, essentiellement, la mondeuse, on va plutôt la retrouver ici, là, donc sur la Combe de Savoie. Il y a deux appellations qui sont dédiées à la mondeuse, deux dénominations géographiques complémentaires, donc 20 de Savoie plus un nom de commune, qui sont dédiées à la mondeuse, Arbin d'un côté et Saint-Jean-de-la-Porte. Donc, ce sont ces deux appellations qui sont uniquement dédiées à la mondeuse. Donc il y en a que d'autres en Savoie qui sont exclusivement dédiés à la mondeuse, sachant que sur la commune d'Arbin, la commune d'Arbin va manger un petit bout de la commune de Montmélian et un petit bout de la commune de Cruet également, alors que sur Saint-Jean-de-la-Porte, on va retrouver essentiellement la commune de Saint-Jean-de-la-Porte en elle-même. Après, le vignoble continue, Saint-Pierre-de-Ligny, Fontrive, mais sur ces territoires-là, on fait plutôt des vins qui vont partir dans les assemblages de négociants. Et puis également sur ces deux territoires, on a deux parmi les plus connus des pépinières viticoles de Savoie, donc qui vont se situer ici, et puis de Savoie également, on alimente le Rhône également avec ces pépinières-là. Voilà, donc vous voyez effectivement que les vins rouges sont plutôt situés dans des territoires qui sont orientés sud-est, qui est l'exposition magique entre guillemets pour la production de vins rouges, puisqu'effectivement on a un ensoleillement qui est optimal et donc on réussit à avoir des maturités les meilleures. Donc, et du coup on va faire des vins blancs quand on a
des expositions plutôt orientées ouest, voire en partie nord pour ce qui est d'Apremont ou d'Abîme. Donc Apremont et Abîme sont des appellations de dénomination géographique complémentaires, ainsi que Saint-Gloire-Prieuré et ainsi que Chignien en blanc, sont des appellations qui sont dédiées à la jacquère, au cépage jacquère. Voilà, à Chignien on fait également le fameux bergeron, qui est de la roussanne en fait, c'est le cépage roussanne. Et puis après, on va retrouver, on fait de l'altesse un petit peu partout, hein, donc l'altesse qui s'appelle, dans les vins qui produisent de l'altesse, porte l'appellation de roussette de Savoie. Et la roussette de Savoie, on la trouve effectivement un petit peu partout, mais il y a également des appellations géographiques complémentaires qui sont spécifiques à la roussette, comme Montermino, Montoux ou Marétel, qui sont des appellations spécifiques pour la roussette. Donc, roussette de Savoie, du cépage Altesse. Je reviendrai un petit peu sur ces cartes un peu plus tard, mais au moins ça vous donne effectivement le paysage. Vous voyez effectivement qu'on va goûter des mondeuses, et essentiellement les mondeuses qu'on va goûter, elles vont plutôt être sur ces terroirs-ci, donc Arbin, Creuse, Saint-Jean-de-la-Porte, et puis encore une fois, on va en trouver du côté de Montagneux, donc sur cette zone spécifique du Bugey. Bon, un petit peu d'histoire, j'ai l'impression que je la connais, enfin que vous l'avez. Après, peut-être qu'il y a toujours des groupes, donc je vais répéter un peu, mais pour ceux qui ont fait à la fois les ateliers que j'ai faits sur la roussette, la roussette de Savoie ou sur Chignien-Bergeron, c'est des choses que vous devez déjà connaître en grande partie. Donc la Savoie a été peuplée par un peuple descendant des Celtes vers 500 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même une antériorité notable, qui s'appelle les Allobroges. Donc ce peuple, ces Allobroges, ont également donné leur nom à l'appellation de vin de pays. Désormais, les vins de pays s'appellent les IGP. Et l'IGP, sur les vins de Savoie, c'est vin des Allobroges. Donc, c'est l'appellation vin des Allobroges. Enfin, l'IGP, vin des Allobroges. Vin d'Allobrogie. Ça dépend, les deux terminologies sont autorisées. Donc les Allobroges avaient finalement vinifié très tôt par rapport au reste de la France. Alors certes, effectivement, les vignobles pour lesquels il y a eu une influence grecque ont reçu finalement le vin bien avant et les pratiques viticoles bien avant. Donc les colonies de Fossé ou de Perpignan-Rixalt, où effectivement on avait des colonies grecques qui étaient très implantées, ont été les premières à produire du vin. Mais on sait très bien là par contre que les Allobroges commerçaient avec les Romains par-delà les Alpes. Et donc, comme ils commerçaient, les Romains leur avaient appris relativement tôt à produire un espèce de vin à partir d'un cépage local, d'une vitis sylvestris, une vigne sauvage, qui est une vitis sylvestris particulière, puisqu'on l'appelle vitis allobrogica. Et cette vitis allobrogica est un ancêtre direct de la mondeuse. Voir est-ce qu'elle est la mondeuse directement ou est-ce qu'elle a un petit peu évolué, mais c'est juste pour vous dire à travers ça que la mondeuse, vraisemblablement, c'est un cépage très très ancien et nous est quasiment presque parvenu sans croisement jusqu'à aujourd'hui. Et les Allobroges, avec leur production de vin, ils réussissaient à commercer également avec les autres pays de Gaule, les autres peuples de Gaule, et utilisaient le vin produit comme monnaie d'échange, pour commercer avec les habitants, particulièrement des Hautes-Vallées, et puis effectivement même de la vallée du Rhône. Classique,
classique, hein, au Moyen-Âge, le vin se fait grâce à la présence d'abbayes, et des abbayes, il y en a à gogo là-bas. Donc effectivement, de nombreuses abbayes, alors les Chartreux d'Aillon, de Saint-Hubon, les bénédictins de Bellevaux, les trappistes de Tamier, donc on fait du travail de fromage, je veux dire, les cisterciennes de Béton, eh bien effectivement, on sait que ces grands monastères et ces grandes abbayes ont particulièrement influencé le développement de la viticulture locale. Et puis, bien sûr, l'événement dont il faut parler, c'est 1248. Souviens-toi de 1248. Eh bien, dans 1248, le mont Granier, donc, que vous voyez ici, s'effondre. Donc vous voyez qu'il n'était pas comme ça avant, il était un peu plus, voilà, il avait une forme normale de montagne. Et bien le mont Granier s'est effondré, 15 villages détruits, 5000 morts en 1248. C'est à ce jour l'éboulement de terrain le plus meurtrier des Alpes qu'on ait pu connaître. On n'en connaît finalement pas d'autre qui ait été aussi meurtrier que ça. Donc ça a été un traumatisme particulièrement important. Et d'ailleurs, comme on a beaucoup écrit sur ces questions-là, on a énormément d'écrits sur l'effondrement du mont Granier et ce qui en a suivi. Il en résulte quand même que, après l'effondrement du mont Granier, sur les éboulis marno-calcaires du mont Granier, va se développer le plus important vignoble de Savoie, donc à Premont, à Vime, donc qui sont effectivement les vins que vous allez boire dans les stations de ski pour une grande partie. Et donc c'est sur ces éboulements, effectivement, que j'imagine sous les corps des gens qui sont en dessous. Oh, allons. Bon, bref, voilà. Alors, la Savoie a connu également pas mal de crises de surproduction, dont la première au XVIe siècle, ce qui a incité le duc Guillaume de Savoie à promulguer un édit, est-ce que j'ai la date, en 1559, donc a promulgué un édit demandant à récolter les vins à bonne maturité, pour éviter qu'il y ait trop de petits vins qui transitent. Donc ça a été le premier signe effectivement d'un premier signe de surproduction sur la zone, sur le territoire. Et puis après, effectivement, au XXe siècle, au début du XXe siècle, deuxième crise de surproduction. Et puis à partir quasiment des années 80, le vignoble va se stabiliser autour de 2000 hectares, je crois que c'est ça, et va rester stable autour de 2000 hectares. Donc petit vignoble par rapport à des propriétés chiliennes qui font cette superficie, ça fait tout petit, mais qui suffit finalement pour être alimenté, pour alimenter les stations de ski. Voilà, c'est ça ce que ça donne. On voit bien effectivement la crise de surproduction du 19e, l'effondrement qui en a suivi pendant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, et puis une stabilité progressive, et puis finalement, effectivement, la Savoie a trouvé un peu son rythme de croisière, avec effectivement ces 2000 hectares de vignes en production. Alors que la Haute-Savoie a disparu quasiment. La Haute-Savoie, elle est encore présente justement avec les vignobles du lac Léman, mais effectivement beaucoup moins présente que ce qu'elle était auparavant. Donc la mondeuse, on va parler de mondeuse maintenant. La mondeuse, c'est le cépage autochtone historique de Savoie, descendant plus ou moins directement, vraisemblablement, soit c'est elle, soit elle est un peu évoluée, de la Vitis allobrogica. Elle est apparentée à la Syrah, donc on va parler un petit peu effectivement de ces échanges. Alors c'est vrai que les recherches ADN n'ont pas complètement abouti parce qu'il y a des parents de cépages qu'on ne connaît pas encore ou qui ont disparu, et donc du coup il y a des trous dans l'arbre généalogique. Donc on suppose effectivement qu'il y a un lien entre la mondeuse et la Syrah, le grand cépage du Rhône,
Et voilà, je vous donnerai effectivement les hypothèses les plus vraisemblables. Avant la crise du phylloxéra, il y a à peu près la moitié du vignoble savoyard qui était couvert de mondeuses. Après, effectivement, les crises de surproduction, la mondeuse a pratiquement failli disparaître. Et puis maintenant, elle est quand même remontée et elle essaye de contester au Gamay la première place. Donc il y a à peu près, effectivement, dans les cépages rouges, moitié de mondeuse, moitié de Gamay qui sont produits. La mondeuse est un cépage quand même assez productif, donc il faut relativement contrôler pour produire des vins de qualité. Voilà l'arbre généalogique vraisemblable. Alors, au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a des gens qu'on appelait des ampélographes, dont le métier était d'étudier les cépages et d'étudier les ressemblances des cépages. Donc, alors ils passaient énormément de temps à décrire, à dessiner les feuilles, à décrire et dessiner les grappes, parce qu'il y a des grappes en trois morceaux, en deux morceaux, en un seul morceau, en forme de pain de pinot, tout ça. Ils passaient beaucoup de temps à ça. Ils passaient beaucoup de temps à identifier la proximité en termes de maturité des raisins, la proximité en termes de floraison, de date de floraison, il y a la proximité en termes de véraison, de date de véraison, et voilà, ces gens-là se sont fixés un étalon, et on dit, bah voilà, cet étalon, c'est le cépage Chasselas qui sert d'étalon, et on dit, bah, tel cépage, il mûrit tant de jours après le Chasselas, etc. Donc ces gens-là, ces ampélographes, ils ont constitué finalement des familles de cépages qui leur semblaient très ressemblants. Ils disaient, bah, tiens, c'est quand même bizarre, il y a quand même des caractéristiques qui sont très semblables d'une famille à une autre, et donc on a essayé d'établir des formes de familles de cépages. En fait, on s'est aperçu par la suite que les recherches ADN vont parfois leur donner raison, et puis parfois leur donner tort. Certains, effectivement, proviennent de beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Et puis d'autres, en revanche, effectivement, proviennent, effectivement, sont très locaux. Donc, dans cette famille, effectivement, il y a une grosse partie des cépages rhodaniens et savoyards qui sont présents. Donc, l'Altesse, la Marsanne, la Mondeuse, la Roussanne, donc on appelle le Bergeron en Savoie, encore une fois, la Syrah et les Lyonnais, tout ça, effectivement, serait effectivement de la même famille. Concernant la Syrah, effectivement, donc vraisemblablement ça, je vous ai mis arbre généalogique le plus plausible. Donc c'est vraiment, gardez bien à l'esprit que c'est le plus plausible et c'est pas le plus certain, il n'est pas certain encore une fois. Le plus plausible, ce serait effectivement que un cépage qui s'appelle la mondeuse blanche, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la mondeuse noire, le cépage mondeuse blanche proviendrait effectivement d'un croisement entre la mondeuse noire et un autre truc, on ne sait pas. Et effectivement, la mondeuse blanche avec un cépage d'Ureza qui lui-même proviendrait du pinot aurait produit effectivement la Syrah. Donc dans cette famille des Srines, il y a pas mal de cépages dits autochtones qui sont également faits et dont un certain nombre de vignerons essayent de garder les singularités parce qu'il y a pas mal de ces cépages qui sont encore produits. On peut penser au Chatu, qui est encore produit, à l'étraire de la Duy, au Persan, voilà, qui sont des cépages qu'on peut retrouver particulièrement dans des vignobles du côté de Crolles, à côté de Grenoble, où il y a un certain nombre, où il y a quelques vignerons qui essayent d'en produire et de garder effectivement, ou la douce noire. Donc on va également goûter un assemblage de douce noire et de mondeuse tout à l'heure. Donc voilà, donc on pourra goûter ces cépages-là. Je vais revenir très sommairement sur la Comte de Savoie, donc le lieu de prédilection de la mondeuse de Savoie. Alors, donc ça c'est la Comte, c'est donc la vallée, la Comte de Savoie, avec le vignoble donc, qui se situe ici, Montmélian, Ardin, Cruet, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Pierre-de-Lumier et Frétry. Vous voyez qu'en bas, alors, donc sur la Comte de Savoie, effectivement,
il y a 10% du vignoble qui est de la Comte de Savoie, qui est planté en mondeuse, et ce qui représente finalement la plus forte proportion de mondeuses, pas énorme quand même, mais ce qui représente la plus forte proportion de mondeuses du territoire, sachant que majoritairement, effectivement, les vignerons, ils font les 3 cépages, un vigneron qui est sur un vin, donc par exemple comme Céline Jacquet, qui vient au Salon des Vertivinises. Elle habite Arbin, mais elle fait de la jacquère, elle fait de la roussette, enfin de l'altesse, elle fait de la mondeuse. Donc effectivement, elle est située sur ce territoire-là, mais elle fait tous les cépages. Et donc vous voyez effectivement qu'en bas de la vallée, il y a un cours d'eau, donc c'est l'Isère. Donc c'est l'Isère qui est située ici, la rivière de l'Isère. Et je vais vous en parler un petit peu parce que l'Isère a une importance assez fondamentale dans notre affaire. Voilà deux petits trucs. Donc ça c'est Arbin, donc c'est les dénominations géographiques complémentaires. Donc vin de Savoie Arbin et vin de Savoie Saint-Jean-de-la-Porte, qui sont les 2 dénominations dédiées à la mondeuse. Et puis je rappelle aussi qu'on en trouve aussi à Chautagne, à Chignin, à Jongieux et à Montagneux en Bugey. Donc c'est à peu près les territoires sur lesquels on trouve les mondeuses les plus intéressantes. Donc je vous parlais de l'Isère parce que effectivement l'Isère, avant Napoléon III, l'Isère c'était une espèce de rivière libre qui pouvait s'étaler jusqu'à 1 km de long selon les crues, donc 1 km de large, pardon, 1 km de large. D'un côté pratiquement et de l'autre de la vallée. Et l'Isère changeait pratiquement de lit à chaque hiver selon les endroits, et ce qui développait un nombre de marécages assez impressionnants. On en trouve encore là, des traces quand on va dans la vallée de l'Isère entre Grenoble et Chambéry. On a effectivement d'anciens marécages qui sont joliment aménagés. Donc grosse présence marécageuse et gros développement du paludisme sur ces territoires-là. Et donc grâce à Napoléon III, l'Isère va être endiguée. Donc on va mettre des digues, on doit même dire diguement et pas endiguement. Donc on va mettre des digues de part et d'autre de l'Isère. Donc fin des maladies de façon quasiment immédiate. Et surtout, l'Isère devient navigable. Donc comme il y a des digues de part et d'autre, l'Isère devient navigable. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, la Comte de Savoie, le vignoble de la Comte de Savoie va pouvoir se développer durablement, parce qu'effectivement on aura permis aux bateaux de circuler et donc de permettre d'alimenter Grenoble par exemple. Donc voilà. Voilà, c'est dernier élément important. Alors, quelques éléments aussi liés au vignoble de Savoie. C'est un vignoble en pente, donc là, vous retrouvez Céline Jacquet, donc, qui vient au Salon des Vertivinises chaque année. Ça, c'est une de ses lignes. Donc, elle est droite. Et donc, effectivement, les fils où sont les vignes suivent la forme de la pente, donc suivent la pente. Donc effectivement, on a un vignoble très en pente, et comme dans les vignobles en pente, et là, ça pose pas mal de questions. Alors c'est vrai que quand on va interroger Céline Jacquet, on lui dit alors, vous êtes en bio ou pas? Et il dit non, c'est pas possible d'être en bio à Arbin, il y a trop de pente. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, puisqu'il y en a qui le sont. Donc, alors effectivement, quand on est en bio sur des pentes comme ça, sachant que le tracteur ne peut pas passer, et ben, c'est assez compliqué pour faire du travail à la main. Donc binette, débroussailleuse, cheval, petite superficie en tout cas, effectivement. On ne va pas s'amuser à avoir des très grosses superficies, donc les bio qu'on va goûter particulièrement, ils ont des très petites superficies. Et puis prix élevé, nécessairement effectivement, petite superficie et prix relativement élevés. Je pense que vous allez être assez surpris des prix qu'on va pouvoir avoir sur les vins qu'on va pouvoir goûter. C'est des prix cavistes, mais de fait, effectivement, vous allez voir que les prix peuvent fortement monter. Alors, effectivement, quand on n'est pas bio, du coup, c'est traitement à dos, comme à Chirouble, en
Beaujolais, donc qui est le vignoble du Beaujolais où il y a le plus de pentes, bah, pareil, effectivement, il faut traiter avec le pulvé sur le dos pour traiter. Donc, comme on ne peut pas faire passer de tracteur, on ne peut pas faire passer de vendangeuse non plus, donc les vendanges manuelles sont obligatoires. Comme les vendanges manuelles sont obligatoires et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, les pratiques habituelles, c'était de vendanger en vendange entière. Et donc de ne pas égrapper, mais de vendanger en vendange entière. Alors, vous allez voir que ces pratiques vont perdurer. Donc il y a un certain nombre de vins qu'on va pouvoir goûter qui vont être en vendange complètement entière, donc avec la rafle. Donc on presse avec la rafle, c'est ça la vendange entière. Ou un certain nombre, par contre, vont être en dégrappage partiel. Donc on va égrapper il n'y a aucun vin, je crois, qui est en égrappage total. C'est quand même rare en France, enfin aujourd'hui dans le monde même. Donc c'est soit de l'égrappage en grappe entière, soit la vinification en grappe entière, soit de l'égrappage partiel pour les vins qu'on va pouvoir goûter. Est-ce que l'égrappage, ça se pratique uniquement au moment de la vendange? Non, bah alors l'égrappage, si tu vendanges mécaniquement, ouais. Tu égrappes automatiquement, parce qu'effectivement tu ne récupères que les grains. Les grains, voilà, ouais. Que les grains. Tu récupères que les grains. Sinon, effectivement, tu peux, après, en règle générale, tu as des machines qui égrappent et qui permettent d'enlever la rafle et de récupérer uniquement ce qui t'intéresse. Voilà, mais c'est une opération en plus, c'est une machine en plus. Après, certains peuvent le faire à la main aussi. Donc pour ça, pas mal des grappeurs partiels le font à la main, donc c'est un peu long, donc ça doit laisser à la longue. Donc voilà, ceux qui le font à la main, c'est quand même, faut avoir la foi. À Chinon, tu as fait l'exigono de même de l'air, tu as cuvé les mains sales. Ouais. C'est fait à la main, et ils font ça vraiment, ils appellent ça les mains sales. Mais Fred Niger, il les grappe beaucoup à la main aussi, donc effectivement. Voilà, et puis quelques derniers éléments sur la production des vins de Savoie. On a voilà, 375, donc c'est pas énorme, hein, on a uniquement 375 vignerons qui produisent des vins de Savoie. Donc il y en a un peu plus qui produisent des vins de table et des choses comme ça, ou des IGP, mais en tout cas qui produisent des vins de Savoie, qui adhèrent au syndicat des vins de Savoie, il y en a 375. Donc il y en a 179 en cave particulière. Il y a une centaine de coopérateurs qui sont répartis sur 2 caves. Il y a 87 apporteurs de raisins pour les maisons de négoce et 8 maisons de négoce. Vous connaissez les maisons de négoce les plus connues, je pense, peut-être, si vous prenez du vin en station de ski, vous devez connaître Jean Perrier, ou des trucs comme ça. Il y a Adrien Vacher aussi, voilà, Philippe Vialet, ça fait partie des gros négociants. Et puis, voilà, donc la production de vin rouge, c'est 20% de la production des vins de Savoie, donc même relativement limité. La grande distribution représente 45%. Pardon. Ah oui, c'est un peu gros. Donc 45% des circuits de distribution des vins de Savoie. Voilà, 40% en hôtel, café, restaurant. Donc du coup, ça laisse pas beaucoup de place à la vente directe. 10% sur la vente directe, 5% à l'export. C'est-à-dire rien. Et puis, effectivement, parmi les 3 circuits, le négoce représente 46% du volume total, les vignerons indépendants 39% et les coopératives 15%. Donc ça veut dire que dans les 80, il n'y a sans doute pas que les 87 apporteurs d'affaires, apporteurs de raisins qui fournissent les maisons de négoce, mais il y a un certain nombre aussi, un peu comme au Muscadet, de vignerons qui vinifient en cave particulière, qui vendent finalement un peu au négoce. Alors, on passe à la dégustation. Elle est grosse cette fois-ci, il y a au moins 13 vins à goûter. Oh là là! On n'est pas rendu. On n'est pas rendu, voilà, c'est pour ça. Donc c'est une sélection très caviste, donc il y a beaucoup de vins bio.